de faire ce webinaire et d'échanger avec vous tous aujourd'hui. C'est un sujet qui m'anime tout particulièrement et je vais peut-être commencer par vous expliquer ce qu'on fait chez Linoy. Vous allez comprendre pourquoi. En gros, chez Linoy, on se positionne comme un incubateur de talents. Donc, on a tous les jours des gens qui s'inscrivent, qui nous contactent et qui ont envie de partir à la quête d'un nouveau job et justement à la quête de sens et donc un job qui leur correspond, qui va les faire avoir le smile tous les matins. Et donc, moi, mon rôle, c'est véritablement d'accompagner ces talents, de déterminer avec eux les stratégies qui sont pertinentes et ensuite, derrière, de les connecter aux offres de nos startups partenaires. Donc, en ce sens, on a aussi un double rôle de conseil et avec nos talents et avec nos startups partenaires où on se positionne comme conseiller pour les aider à affiner leurs besoins, à trouver les personnes qui leur correspondent, dans tout ça dans le temps. Donc, voilà en gros le rôle des Linoy au global. Et du coup, moi, en tant que talent manager, je suis vraiment du côté talent pour les aider d'une manière très macro. Pas seulement, OK, toi, tu veux être BizDev, et bah, très bien, j'ai une offre chez Payfit où tu vas pouvoir aller et c'est cool. C'est vraiment de venir comprendre et d'affiner avec eux hyper granulairement ce qu'ils recherchent véritablement pour les connecter aux bonnes offres et aux bonnes startups. Voilà à peu près mon rôle. Aujourd'hui, on a 9 125 talents dans l'incubateur, les chiffres d'hier exactement. Et donc, on accompagne pas mal de personnes. Alors, évidemment, j'accompagne pas ces 10 000 talents. On est plusieurs talent managers. Mais vraiment, mon rôle, c'est de pouvoir les guider dans leur recherche. Et en ce sens, cette notion de bullshit job m'est particulièrement familière et m'anime parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de talents aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est votre cas, qui recherchez cette notion de sens dans le job. Super, bah, merci beaucoup Chloé pour cette présentation. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de l'interview toutes les deux, je vous partage sur le chat un petit test rapide pour savoir si votre job est un bullshit job. Voilà, ça prend vraiment 1 minute, je vais le faire en même temps que vous. L'idée c'est qu'on reçoit une petite note à la fin et je vous propose de la partager à tout le monde sur le chat. À tout de suite. Vous allez voir, c'est cool. Alors moi, j'ai 3,9 sur 10. Mon job n'est pas trop bullshit. Combien tu as? 3,9 sur 10. Ah, moi j'avais eu 4. Pas mal. Ils sont durs, hein. J'ai une petite question sur la question combien de temps vous passez par jour sur Internet? Ouais, elle est nulle cette question. Enfin, pardon. En fait, je pense que c'est plutôt dire est-ce que vous passez votre temps sur Facebook et sur Instagram. Ah, C'est pas ok, pour travailler. Voilà, ouais. merci. Et c'est vrai que je me suis fait la même réflexion quand j'ai vu la question. Je me suis dit, bon, on parle Ouais. de quoi Internet? Mais oui, elle est pas très claire cette question. Ah, on a un 6 sur 10, génial. Un combien? Ah non, 6 sur 10, c'est pas... Oui, non. 6 sur 10, 3,6, 4,7, 5,1, 3,7. 3,6, meilleure note. 3,6, meilleure note. Hop. Bon. On désignera le grand gagnant à la fin. Mais c'est cool, c'est pas des trop mauvaises notes. Pas des trop mauvaises notes. Vous allez pouvoir un peu nous partager vos expériences, c'est sympa. 3,7, pas mal. Ah. Ok, alors, c'est parti, Chloé.
à moi de te poser du coup la première question. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie du coup cette notion de bullshit job et comment tu la perçois dans tes échanges au quotidien avec tes candidats? Ouais. Alors, en gros, comme on le disait tout à l'heure, j'ai pas mal de talents qui m'appellent directement. Première chose qu'ils me disent, je leur demande ce qu'ils font, qui se tournent vers nous aujourd'hui. Et puis, c'est tout de suite, ah bah, je sais plus ce que je veux dans mon job, je recherche du sens. Et donc là, première chose que je fais systématiquement, c'est de leur expliquer que la quête du sens, ça veut un peu tout et rien dire. Ça veut typiquement rien dire quand c'est hors contexte. Et du coup, ce que je leur dis, c'est OK, véritablement, j'ai besoin de comprendre ce qui a du sens pour toi, parce que c'est tellement personnel comme notion que le bullshit job en est aussi. Donc, explique-moi, recontextualise-moi ce qui va pas et ce qui va aujourd'hui dans ton job, et en fonction, je vais pouvoir comprendre ce qui a du sens pour toi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, il y en a qui vont me dire, il y a pas mal de talents, et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment très différent en fonction de chacun. Il y en a qui vont me dire, bah en fait, moi, j'ai rejoint cette boîte parce que c'était une start-up très early et puis j'imaginais qu'elle allait énormément grossir, qu'elle allait lever plein de fonds et puis que j'allais avoir de très belles perspectives d'évolution. Sauf qu'aujourd'hui, je m'enterre un peu dans mon job. Il y en a qui vont me dire ça. Il y en a d'autres qui vont me dire, bah, en fait, l'ambiance a changé. J'ai changé de manager, je ne m'entends pas avec lui. Il peut y avoir plein de notions. Donc vraiment, moi, mon rôle, ça va être de décortiquer avec eux pour comprendre quelle va être finalement sa notion de bullshit job à lui. Ok, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu parles là de différents milieux professionnels, donc start-up au tout Ouais. début, organisation un peu plus traditionnelle. Du coup, pour toi, c'est pas du tout caractéristique d'un secteur ou d'une entreprise. En fait, il y en a partout des jobs qu'on appelle un peu bullshit. Carrément, effectivement, ce serait cool, hein, si c'était que dans un secteur comme ça, tac, personne n'y va et puis c'est bouclé. Mais non, il y a une notion vraiment de temporalité, d'inadéquation avec, ce qu'on recherche à un moment T et où en est l'entreprise à un moment T. Heu, Souvent on dit, et d'ailleurs, j'avais vu ça récemment, qu'un enfant est heureux quand il est en action. Et ben, en fait, c'est pas vrai que pour un enfant, c'est vrai pour tout le monde. On a besoin de se sentir actif dans son job, on a besoin de se sentir véritablement à part entière dans une entreprise pour telle ou telle action. Donc je pense que c'est pas caractéristique d'un secteur, mais ça va être caractéristique de plusieurs notions. Ça peut être par exemple le fait qu'on n'apprenne plus. Aujourd'hui, je pense c'est intéressant de se demander si on apprend toujours dans la boîte. En fait, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a la notion, est-ce que moi, j'apprends toujours des choses et est-ce que cette entreprise m'apprend toujours? Il y a une notion un peu de réciprocité qui est pertinente. D'ailleurs, vous pouvez vous poser ces questions-là. Ensuite, il y a, l'inadéquation avec les valeurs de l'entreprise. Je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure pour creuser cette notion de valeur, mais c'est hyper important de se demander si on est toujours en adéquation avec ces valeurs. Moi, j'ai un de mes talents, growth manager dans une entreprise qui a bossé là-bas pendant 2 ans et en fait, récemment, il m'a appelé, il m'a dit: «OK, moi, je partage plus du tout les valeurs de la boîte, ça me correspond plus, donc je m'en vais». C'est une raison qui est vraiment suffisante. Ça peut être effectivement le stade de développement de l'entreprise. Par exemple, l'exemple de tout à l'heure en était un bon, hein. On intègre une start-up parce qu'on y voit un fort potentiel, parce qu'on imagine que demain, elle sera énorme, le nouveau, je sais pas, que sais-je, Payfit de son secteur. Et finalement, on a l'impression qu'elle s'est un peu rangée dans le clan des PME. Alors, c'est pas du tout mauvais d'être une PME, mais voilà, c'est de se dire, bah, j'ai atteint un peu ma phase de gestion, je cherche pas forcément à scaler à tout va, et donc ça peut nous aller ou pas. Ensuite, effectivement, la rémunération. Aujourd'hui, et comme tu le disais à juste titre tout à l'heure, Marion, c'est pas, je pense que c'est plus le seul critère. Mais typiquement, si ça fait 3 ans qu'on est sur le même job et que on n'a jamais eu de discussion autour de la rémunération, ça peut être quelque chose qui nous fait fuir. Ça peut être aussi un nouvel engagement dans sa vie. On a la trentaine, on a fait notre premier prêt à 20 ans pour acheter le premier appart, mais là on est sur le deuxième et puis on a les marmots qui arrivent. Peut-être que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une rémunération plus élevée. Moi, j'ai des jeunes mamans et papas qui justement ont changé un petit peu leur fusil d'épaule là-dessus parce qu'ils ont besoin de plus d'argent. On a, et en ce sens, l'équilibre aussi vie pro, vie perso qui convient plus. Typiquement, ce jeune papa qui aujourd'hui se rend compte qu'il peut plus bosser de 7h à 22h tous les jours parce qu'il doit s'occuper de sa petite fille. Enfin, il y a plein de sujets comme ça qui peuvent nous faire nous rendre compte. Donc, ouais, je dirais pas que c'est un secteur précis, mais ça va être plein de choses et
finalement des moments où on n'est plus en cohérence avec cet équilibre d'une manière générale. Voilà, plutôt ce que je dirais là-dessus. Ok, très clair. Ouais, donc vraiment se dire, essayer de se poser la question régulièrement de est-ce qu'on est au bon endroit au bon moment, et la raison pour laquelle on a rejoint cette boîte au départ, toutes les raisons qu'on s'était listées et sur lesquelles on était en adéquation parfaite, et ben est-ce que maintenant ces plus-là ne sont pas passés dans les moins et il ne faudrait pas refaire ce travail-là. Ok, et du coup, du coup, j'imagine que toi, tu les accompagnes à faire ce travail-là, de qu'est-ce qui est important pour toi maintenant, puisque ta vie a changé, puisque tes attentes, tes aspirations sont un peu différentes. Comment tu fais pour déceler finalement le job, que le job qu'ils cherchent peut correspondre à leurs attentes, peut être riche, épanouissant, intellectuellement riche, enfin voilà, en fonction de ce qu'ils recherchent. Et comment tu fais du coup pour les accompagner, pour qu'ils trouvent le job que eux adorent, entre guillemets, ou rêveraient d'avoir? Alors, c'est une bonne question. Déjà, je pense effectivement, comme tu l'as bien souligné, qu'un un job idéal, c'est évidemment pas égal à un titre ou à simplement des missions. Donc déjà, on reprend tous les critères qu'on dépile ensemble. Les critères, ça va être: «OK, moi, je leur pose une question globale, c'est quoi le job idéal pour toi?» Là, en fonction, je me rends compte dans un premier temps de ce qu'ils vont dire en premier. Vous pouvez faire l'exercice d'ailleurs vous aussi, en vous posant la question: «OK, c'est quoi le job idéal? Qu'est-ce qui va ressortir en premier?» Et puis ensuite, derrière, on va tout dépiler de A à Z, c'est-à-dire quelle est la taille de la boîte idéale pour toi, quel est le secteur, est-ce que c'est important pour toi le fit avec le fit avec tes coéquipiers, avec ton manager, avec les fondateurs de l'entreprise, dépendamment encore une fois de la taille de boîte, l'ambiance. Qu'est-ce que tu recherches comme ambiance? Est-ce que tu veux une boîte où justement cet équilibre pro-perso va être hyper important? En fait, tu t'en fous d'aller boire des bières avec tes collègues tous les soirs. Toi, tu veux juste qu'à 18h30, tu puisses partir t'occuper de ta famille. Ou à l'inverse, est-ce que tu recherches une ambiance de travail, d'ambition, de bienveillance? Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Évidemment, les missions. Le job idéal et les missions, c'est hyper important parce que parfois, deux personnes ne vont pas voir les missions sous le même angle. Typiquement, je donnais l'exemple d'un growth manager tout à l'heure. Faire de la growth en B2B n'a rien à voir avec faire de la growth en B2C. Donc, c'est très important pour moi d'avoir une très forte connaissance des types de jobs et des types de missions qui peuvent être très différentes en fonction des métiers. Pareil pour des sales, être business développeur n'a rien à voir avec être SDR puis à compte exécutif. Donc là, comment je fais pour déceler avec la personne si c'est quelqu'un de très résilient, de très à l'écoute et de très patient qui va être OK pour attendre 12 ans et demi qu'un deal close, ou à l'inverse, si c'est quelqu'un d'hyper dynamique et d'impatient et qui va avoir plutôt envie d'être business développeur parce que les deals vont se closer plus vite. Je tire le trait, hein, c'est un exemple, mais donc voilà, les missions et vraiment leur faire se rendre compte de ce qui est pertinent dans les missions, la vision aussi d'une entreprise, la rémunération. Enfin voilà, on essaye de dépiler tout, 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 tout. Et c'est trop marrant de voir que justement, les attentes des personnes sont très différentes. Effectivement, tout à l'heure, on disait que la rémunération, c'est plus le critère premier, et c'est le cas. Mais pour certains, ça va vraiment être l'ambiance, alors que pour d'autres, ça va vraiment être les perspectives d'évolution. Je donne ces deux critères parce qu'aujourd'hui, c'est quand même des critères qui reviennent énormément pour beaucoup de mes talents, en tout cas. Mais voilà, c'est hyper différent. Du coup, beaucoup plus que la rémunération, c'est quand même une part non négligeable, la rémunération, j'imagine, non? Oui, ça reste une part non négligeable, mais après, ça dépend des personas et de où tu en es dans ta carrière aussi. Typiquement, des jeunes diplômés vont plus souvent se dire: «OK», enfin, ça dépend de quel type de jeunes diplômés, mais la plupart vont se dire: «OK, je suis prêt à intégrer une boîte parce que, je crois en cette boîte, parce que je vais avoir, un stamp sur mon CV, ou parce que je sais que je vais véritablement apprendre et puis derrière, j'aurai une plus belle rémunération». Il y a ça, c'est souvent pour des jeunes diplômés, ou à l'inverse, pour des personnes qui sont assez seniors, qui ont fait leur temps dans plein de boîtes et qui se disent aujourd'hui: «OK, j'ai vraiment envie de retrouver un job dans lequel je vais me sentir utile, je vais être animée par le quotidien et puis je vais trouver ça cool, par exemple, d'intégrer une start-up alors que j'ai fait du conseil pendant 20 ans. Donc typiquement, je sais très bien que mon salaire sera moins élevé, mais aujourd'hui, j'ai envie de tester ce challenge». Et après, on a un peu le milieu, donc des personnes qui ont déjà
quelques années d'expérience, autour généralement de 30-35 ans, où là, la rémunération va redevenir un critère important pour ces personnes, souvent parce que justement, il y a le côté famille, il y a le côté besoin perso, en fait, qui va primer, même si c'est plus du tout le critère numéro un. Ouais, c'est ce que j'avais entendu. OK, et du coup, une fois que tu as un peu, du coup, décortiqué tous ces critères, il y en a qui sont quand même, un peu plus qui prennent beaucoup plus de temps parce que ça fait partie aussi quand même de la connaissance de soi. On parle beaucoup des valeurs, du qu'est-ce qui fait sens pour nous. Hem, comment tu arrives à les accompagner pour déceler ça? Est-ce qu'il y a des petits exercices que tu leur fais faire? Combien de temps ça prend? Est-ce que du coup, tu peux ensuite, enfin, ce sera ma question d'après, mais mettre en adéquation ces valeurs avec l'entreprise que tu as envie de rejoindre? Comment tu traites un peu cette question avec eux? Ouais, alors effectivement, nous, on aime bien chez Illinois les cas concrets et les petits exos. Donc, typiquement, pour cette notion de valeur, je leur donne un exercice que vous pouvez d'ailleurs faire aussi si vous le souhaitez. Je pense que quand on parle de sens, c'est vraiment la première chose à faire, c'est de déterminer quelles sont nos propres valeurs. Il n'y a pas de notion de sens sans cette notion de valeur. Donc, je leur donne un exercice très simple qu'ils peuvent prendre le temps de faire avant qu'on creuse ensemble. Et ça va être en fait de se dire, OK, je vais lister sur papier toutes les valeurs qui me parlent dans un premier temps. Donc, les valeurs qui me parlent, ça peut être, je ne sais pas, la valeur de... Ça peut être des choses qui n'ont rien à voir avec le côté pro, c'est-à-dire la valeur de l'humour, la valeur de la convivialité, mais aussi de la générosité, de la justice, de l'ambition, de la passion. Enfin, il y a pas mal de valeurs comme ça. D'ailleurs, à ce sujet, hyper attention de bien faire la différence entre valeur et besoin. Un besoin, c'est quelque chose, enfin, une valeur, c'est quelque chose qui est intrinsèque à notre personne, qui émane de nous, versus le besoin où on le fait parce que on a besoin d'être, je sais pas, on a besoin d'être ambitieux pour avoir une belle carrière. C'est peut-être pas forcément notre valeur de base. Donc, il faut bien faire attention à ça. Donc, je leur dis, listez toutes ces valeurs. Ensuite, vous en gardez 10 qui vous parlent énormément. Qui vous parlent énormément, c'est par exemple, moi j'ai la valeur de l'honnêteté parce que depuis petite, je ne peux pas supporter le mensonge, je n'arrive pas à mentir et je ne peux pas m'empêcher de dire la vérité. Par exemple, ça peut être ça. Donc, vous listez ces 10 valeurs. Ensuite, vous appelez vos familles, vos amis, mais aussi vos collègues, parce que c'est trop marrant de voir que ce n'est pas toujours les mêmes réponses entre tout le monde. Et vous leur demandez, OK, parmi ces 10 valeurs, lesquelles tu me mettrais en 3. Vous pouvez leur demander de prioriser ou non, dépendamment du temps qu'ils ont. Et puis en plus, c'est hyper difficile de prioriser des valeurs. Mais vous leur demandez, OK, quelles sont les 3 miennes, selon toi, parmi ces 10-là? Et donc, vous demandez à toutes ces personnes. Et ensuite, vous regardez déjà si c'est cohérent entre famille, amis et collègues. Si ça ne l'est pas, c'est intéressant de vous demander pourquoi et si du coup vous êtes authentique de la même façon aux yeux des mêmes personnes. Et ensuite, parmi tout ça, vous choisissez les 3 votes. Vraiment, c'est hyper important. En plus, c'est marrant de faire ce petit travail, donc je vous conseille vraiment de le faire. Et c'est hyper important parce que derrière, vous allez pouvoir vous approcher des entreprises, justement, qui partagent un petit peu ces valeurs-là. Euh, Après, je veux nuancer quand même ce point parce que, effectivement, pas toutes les entreprises écrivent, enfin, c'est pas écrit sur le front de toutes les boîtes, OK, mes 3 valeurs sont ça, 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 rejoins-moi si tu les partages. Mais tout ça, ça peut se déceler dans vos discussions avec les entreprises, ça peut se déceler dans ce que vous allez aller chercher quand vous allez fouiner un petit peu sur la boîte avant de passer des entretiens, dans plein de choses, dans la fiche de poste, il y en a de plus en plus qui les écrivent dans leurs valeurs, mais en tout cas, c'est important de les connaître pour derrière pouvoir... bah, du coup, j'empiète un peu sur ta prochaine question, mais pour pouvoir justement savoir si on est en adéquation, parce que c'est ça que tu me demandais dans un deuxième temps, n'est-ce pas? Exactement, si on est en adéquat. Comment savoir? Parce que oui, tu disais les valeurs, elles sont pas forcément écrites, mais je trouve d'ailleurs que parfois elles sont écrites, mais pas forcément appliquées. Mais supposons Carrément. qu'elles sont appliquées. Comment est-ce qu'on arrive à les déceler déjà, à comprendre comment elles s'illustrent, comment elles s'animent au quotidien? Et du coup, comment savoir si toi, ça te correspond? Et je pense que parfois, tu parlais de la valeur d'honnêteté. Enfin, je pense qu'une valeur ne peut pas, enfin, d'une boîte en tout cas, si on prend l'inverse, ne peut pas exister. Enfin, une boîte ne peut pas dire on est malhonnête, mais ça peut se retrouver, je pense, dans des pratiques, par exemple, et essayer de savoir, bah alors, dans tel département, comment vous fonctionnez, comment vous parlez à vos prestataires, comment vous parlez à vos clients. Peut-être plus ça, du coup.
Complètement alignée avec toi. C'est vrai que ces valeurs, on a notamment des mots en tête de valeurs qu'on voit un peu partout. Je ne sais pas si vous pensez à certaines, mais moi j'en ai une qui me vient automatiquement, c'est cette fameuse valeur de la bienveillance qu'on Ouais. entend partout. Aujourd'hui, toutes les boîtes de la planète sont bienveillantes. Et OK, les autres sont très méchantes, du coup. c'est ça, c'est clairement ça. Donc du coup, essayer de déceler si cette bienveillance, elle est vraie ou pas, c'est quelque chose qui est hyper difficile à faire. Et aussi, c'est quelque chose où il va falloir voir si, nous-mêmes, on va être alignés. Enfin, là où ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, c'est hyper dur et c'est impossible d'avoir une boîte où tous les critères sont là. C'est-à-dire, une boîte justement qui est bienveillante et pour de vrai, une boîte où, on va être payé 120 K, où on va manager 4 personnes, mais pas plus parce qu'après c'est trop, où on va enfin vraiment avoir tous ces critères, où on va sauver le monde, parce qu'évidemment tout le monde voudrait le sauver ce monde, et encore plus dans une période compliquée comme aujourd'hui, ça c'est hyper dur. Donc déjà d'abord, nous, on doit prioriser nos critères à nous. C'est un exercice de priorisation que nous, on donne beaucoup à nos talents. Donc là, en gros, l'idée, c'est de se dire, OK, je définis les critères que je priorise. Donc encore une fois, hein, cette équipe, ses missions, ses produits, ses valeurs. Et ensuite, dans un deuxième temps, je les catégorise. Ensuite, je les hiérarchise. Donc, je les catégorise entre ce qui est non négociable pour moi, ce qui est négociable et ce qui n'a pas d'impact. Et en fonction de ces catégories, on va pouvoir aussi aller chercher la boîte qui correspond à ses attentes. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut voir ça un peu comme la théorie des vases communicants. On peut avoir 80% d'un critère si on a 20% d'un autre. On ne peut vraiment pas tout avoir. Donc, on catégorise tout ça. Et ensuite, on va chercher l'entreprise qui correspond à tout ça. Je voulais faire cette petite parenthèse parce que je pense que c'est intéressant aussi comme exercice et qui va se lier aussi avec bah, c'est peut-être un peu chronophage, mais tout ce qui est important pour nous, pour ensuite derrière continuer à aller chercher ces boîtes. Et puis comment on les décèle, bah, ça peut être dans plein de trucs. Ça peut être dans les questions qu'on pose pendant les entretiens. Ça peut être dans justement ce côté où on va aller chercher typiquement ce qu'a fait le fondateur de la boîte, parce que les valeurs, elles sont souvent en grosse association avec bah, le fondateur d'une boîte. Donc, fouinez, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn, à aller sur YouTube, à voir les vidéos des personnes qui bossent dans la boîte pour comprendre un peu comment ils se positionnent. Ça peut être vraiment plein de choses différentes. La fiche de poste, et la fiche de poste, attention, parce que c'est pas juste ce qu'on voit écrit, mais c'est savoir lire entre les lignes d'une fiche de poste. Est-ce que c'est flou ce qu'on voit, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a plein de choses de détaillées? S'il y a plein de choses de détaillées, est-ce que ça veut dire que la boîte, elle est dans la valeur de, justement, très, très organisée? Ou à l'inverse, est-ce qu'elle est plutôt très flexible? Enfin, il peut y avoir plein de choses. Je pourrais essayer de vous envoyer une liste avec une espèce de to-do où il y a les cases à cocher pour comprendre les valeurs de la boîte si vous le souhaitez, parce que je pense que sinon, je pourrais en parler pendant vraiment 50 minutes sans m'arrêter. Et il y a plein de choses à mon avis, mais oui, en tout cas, juste pour essayer d'être concise, la fiche de poste, le faites-vous détective et allez voir vraiment un peu partout, allez fouiner, tout ça c'est important et poser des questions pendant les entretiens. Cette notion de poser des questions, elle est hyper importante. On ne pose pas des questions pour montrer qu'on est smart et qu'on pose des questions pertinentes. On pose des questions parce qu'un entretien, c'est un échange, c'est un ping-pong et il faut vraiment que vous dites, OK, je suis en adéquation avec cette boîte. Donc, posez les questions qui vous intéressent vraiment. Ouais, en effet, c'est un très vaste sujet, ce sujet des valeurs, mais si tu veux, Chloé, partager un document pour l'envoyer par mail à la suite du webinaire. Vraiment. Et c'est marrant parce que c'est un sujet aussi qu'on aborde dans la formation Rebond. Et là, je regardais un cours d'une de nos intervenantes sur la partie des valeurs. Et donc, je termine avec ça et après, on va passer à un autre sujet. Mais elle donnait trois manières assez concrètes que j'avais envie de partager avec vous pour déceler quelles sont nos valeurs. Et je trouvais que c'était hyper intéressant. La première, c'est que parfois, elles peuvent parler via l'émotion de la colère. Si on est en colère, c'est peut-être parce qu'il y a une valeur à l'intérieur de nous qui a été blessée ou qui parle. Je trouvais que c'était intéressant. La deuxième chose, c'est à travers les personnes qu'on admire. Et donc, ces personnes qu'on admire, elles peuvent être aussi, du coup, un peu ambassadrices de cette valeur qui s'anime en nous. Et la troisième chose, c'était notre parcours de vie. Quand on a fait des grands choix,
c'était quoi les valeurs qui parlaient à ce moment-là et qui se sont animées et que du coup on peut retrouver et donc définir et écrire et se dire ok, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Enfin, voilà, ça m'est venu et donc je voulais clôturer ce sujet des valeurs par ça, mais en effet on pourra en parler toute la journée. Euh, Si on rentre un peu plus dans le vif du sujet de ton quotidien, Chloé, des gens que tu rencontres, euh, est-ce que tu as un exemple à nous donner de personne qui a changé du tout au tout, qui s'est dit, bah là, il n'y a plus de sens, là, ça va plus, je vais complètement changer. Je cherche un boulot, mais je cherche aussi à potentiellement me reconvertir et est-ce que ça a fonctionné et est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Ouais, carrément. Et c'est cool parce que c'est justement dans ces moments-là que je trouve mon job utile de pouvoir aider des gens qui sont dans le besoin de trouver autre chose. J'ai ma petite Colette, par exemple, qui était dans la musique avant, rien à voir, et qui s'est demandé si ça pouvait pas être intéressant pour elle de trouver un autre job. Et donc, du coup, on a dépilé tout ce qui pouvait être pertinent à son égard. Et en fait, aujourd'hui, elle est passée Customer Success Manager chez Payfit. Donc, elle a vraiment changé du tout au tout et elle s'éclate. La musique est toujours une passion pour elle, mais pas en fait, c'est pas ce qu'elle voulait faire de sa carrière professionnelle. Et donc, du coup, aujourd'hui, elle est Customer Success Manager chez Payfit depuis plus d'un an. Elle s'éclate et ça, c'est trop cool de voir qu'effectivement, c'est possible. Et là est mon rôle aussi de pouvoir les accompagner, de pouvoir les rassurer et d'ailleurs aussi en ce sens de pouvoir faire un peu mon avocat auprès des startups partenaires, nous, chez Illinois, pour pouvoir leur dire, mais n'ayez pas peur de recruter des personnes qui n'ont peut-être pas déjà fait ce job avant, parce que en termes de, bon, on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais de soft skills, cette personne peut complètement faire le job, et parfois les soft skills sont beaucoup plus importantes que les hard skills. Donc ouais, j'ai cet exemple de Colette qui est très cool. J'ai un autre exemple aussi d'un head of community qui a fait ce job pendant 4 ans. Il était Head of Community chez la crème de la crème. Et en fait, aujourd'hui, il passe UX designer. Euh, et comment il le raconte? Il dit, bah, finalement, et je pense que là aussi, c'est hyper important de pouvoir aider mes talents dans leur storytelling, dans la manière de raconter les choses, parce que parfois, c'est juste une histoire de storytelling, de se dire, OK, bah, j'ai animé des communautés pendant 4 ans. S'il avait dit derrière, moi, j'ai envie de passer dans le produit et pourquoi pas le design, là, le recruteur, il va lui dire, OK, je vois pas le lien. Salut, va faire, continue à faire de la communication, mais en tout cas, moi, je peux pas t'aider. En revanche, si on explique la chose en disant, bah, moi, pendant 4 ans, j'ai aidé, j'ai créé une communauté, j'ai accompagné mes talents en ce sens, et puis aujourd'hui, je ne vois pas d'autre solution pour moi que de créer le produit qui va justement être le plus pertinent possible pour que les talents que j'ai accompagnés puissent le comprendre. Et du coup, c'est pour ça que je vais être UX designer. Là, en fait, c'est clair. On voit le lien, on comprend pourquoi il veut être UX designer. Je pense qu'il y a une grosse notion là-dedans d'introspection sur pourquoi je veux faire ça, pour derrière le raconter de la meilleure manière et en fait être crédible aux yeux des recruteurs. Et c'est là que j'essaie aussi d'aider mes talents. Ok, ouais, c'est vrai que c'est une grosse partie, ça, savoir raconter son histoire et surtout y mettre de la cohérence en se disant, bah oui, j'ai changé, mais j'arrive à le raconter et ça fait du sens. Et du coup, c'est assez rassurant parce que on se dit qu'on peut changer du tout au tout. Et tu le vois, toi, Chloé, régulièrement. Nous, chez Lyon, on n'arrête pas de dire que c'est possible. Et franchement, moi, je le crois aussi et j'ai vu plein de personnes. Mais en même temps, j'ai aussi l'impression que les recruteurs regardent un peu les expériences similaires qu'on a eues auparavant, et ce qui est normal. Enfin, quand on fait un screening de CV, on se dit est-ce qu'il y a quelque chose qui est en lien. Comment est-ce qu'on peut dépasser ça? Est-ce que ça passe par la customisation de son CV en fonction du poste qu'on rêve d'avoir? Est-ce que c'est des formations? Est-ce que c'est des projets perso qu'on peut mettre en avant? C'est quoi tes conseils par rapport à ça? Alors, tout à fait aligné avec toi. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont quand même besoin en fait, tout simplement d'être rassurées, et ça passe par tout ça. Après, il y en a d'autres qui essayent quand même de casser un peu les codes. Je pense notamment à Christelle Galipé, la Head of Human Resources de MangoPay et Litchi, qui, elle, a complètement supprimé le critère diplôme, par exemple. Donc ça, c'est trop cool. Je pense que aujourd'hui, la diversité un petit peu qu'on voit dans notre quotidien, elle doit aussi transparaître dans le monde du recrutement et c'est important. Il n'empêche que moi, pour le coup, je conseille toujours à mes talents de faire des formations parce que, en fait, il y a deux choses. OK, c'est parce que tu vas être plus crédible aux yeux des recruteurs, mais c'est aussi et surtout parce que toi,
ça va te permettre de te projeter sur véritablement est-ce que ça t'intéresse ou pas. Donc, je pense que des formations, qu'elles soient dans les soft skills ou dans les hard skills, c'est très, très, très important. Et pour moi, il ne faut pas passer à côté. Qu'on puisse supprimer le critère diplôme, à mon sens, et c'est mon point de vue personnel, c'est top. Après, en revanche, il ne faut pas oublier que voilà, faire des projets, monter ses propres projets pour montrer que sa crédibilité et pour apprendre sur le nouveau job qu'on veut faire ou alors faire des formations, pour moi, c'est indispensable parce que très pertinent de tous les points de vue, en fait. Et donc, je le conseille systématiquement à mes talents, pour le coup. Ok, et ça fonctionne, il y en a de plus en plus qui arrivent avec, du coup, j'imagine, plus de bagages que simplement leur CV et leurs expériences qui sont... C'est cette dynamique, en fait, d'apprentissage permanent qui peut aussi capter l'attention du recruteur en se disant, ah, bah, ça, c'est une personne qui a vraiment envie. Du coup, je vois bien qu'elle pourrait carrément changer et elle est déjà dans cette démarche de changement. Carrément, 100 aligné. Et puis pour rebondir aussi sur, ce dont tu parlais tout à l'heure, le côté CV, pour moi, ce que je conseille toujours à mes talents, c'est qu'il y a pas de notion de: «Je cherche un job, je dois faire mon CV». C'est: «Je cherche un job, je dois faire mes CV». Quitte à candidater moins, mais mieux, chaque CV doit être adapté à l'entreprise, dans laquelle on postule et non pas ce côté adapté, c'est pas 100 et ça peut paraître chronophage, je le sais, mais je pense qu'il faut vraiment faire ce travail de potentiellement adapter un petit peu le titre, potentiellement, en fonction des missions qu'on voit, et ben changer celle qu'on a mis dans notre CV pour qu'il y ait le lien directement et que le recruteur se dise ah oui, tac, il a fait ça, ça c'est cool. En fait, il faut toujours se dire qu'on est là pour faciliter le travail des recruteurs, pour donner envie et ce travail un peu d'auto-branding est très important. Donc vraiment, refaire ses CV et non pas son CV. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Marion, sur ce point, mais je pense que c'est important. Ouais, tout à fait. C'est un de nos conseils qu'on a donné également dans la formation Rebond. Et moi, ça faisait des années que ça fait des années que j'ai pas fait mon CV. Et j'avoue que je me suis dit, bah oui, c'est évident, mais je pense qu'à l'époque où je postulais, j'en faisais qu'un seul. Voilà. Ouais. Donc, j'ai appris un truc. Et maintenant, ça me paraît évident et je trouve ça génial en fait parce que ça permet d'utiliser aussi le vocabulaire de la boîte, les mots qu'ils utilisent, eux, comment ils ont passé du temps sur cette fiche de poste à définir les missions et je pense que c'est pas mal de le retrouver dans le CV et même se dire s'il y a un gros travail d'identité visuelle, par exemple. Je sais que nous, chez Lyon, l'identité visuelle est très importante, nos locaux sont très bien décorés, on aime beaucoup qu'il y ait de la couleur, etc. Donc, je ne veux pas du tout que les gens fassent des CV avec du rose flashy et des lions, mais en revanche, un joli CV avec une police cohérente, par exemple, ça va marquer beaucoup plus parce que c'est l'environnement dans lequel j'évolue tout le temps. Quand j'étais juriste il y a plusieurs années, bah, je m'en fichais un peu. Tu me mettais une police calibrée sur un Word, ça m'allait très bien parce que c'était mon prisme. Et donc, voilà, je trouve que je le comprends d'autant plus maintenant avec les différentes expériences. Et ouais, c'est quelque chose qui m'avait marqué, Chloé. Ok, super. Bah, je vois que l'heure tourne. Je te pose une dernière question que je trouve assez intéressante, surtout dans un peu ces nouveaux jobs et un peu quand on a envie de changer, de rebondir. Moi, ça a été mon cas. Je vous disais, j'ai fait du droit, j'ai été juriste, donc très, très expert. Et je suis arrivée pour m'occuper d'un programme de formation chez Lyon. Et là, première employée de l'entreprise en plus. Alors, et là, j'ai appris la notion de couteau suisse. Et on m'a dit, toi, tu es un couteau suisse. Et j'ai dit, ah, bah, c'est génial, moi qui voulais tout apprendre. Au moins, là, je suis servie. Je sors les poubelles et je briefe des profs pour faire des formations. Et du coup, je trouve ça intéressant, cette notion couteau suisse vs expert. Est-ce que tu penses, Chloé, que ça fonctionne vraiment ou est-ce que on finit tous un peu par devenir des experts et que finalement cette notion de couteau suisse elle est plutôt dans des petites structures parce qu'il faut tout faire au départ ou ça peut marcher est-ce qu'on peut se définir comme ça vraiment? Bah, du coup, c'est hyper intéressant ton exemple parce que souvent, moi, quand je l'explique, en fait, tu es mon contre-exemple parfait. Pourquoi? Je vais t'expliquer, je vais vous expliquer à tous parce que souvent je dis qu'effectivement, pour moi, tu es soit couteau suisse, soit expert pour la simple et bonne raison que, c'est quelque chose qui émane un peu de ton caractère. Moi, je sais par exemple que ça me fait chier d'être experte dans un métier précis. Avant, j'étais brand manager dans une boîte. Là, aujourd'hui, je suis talent manager. Demain, je serai sales, j'en sais rien. Et en fait, j'adore ça parce que je m'ennuie très vite et que j'ai besoin de rebondir et de faire plein de choses. En revanche, j'ai pas peut-être ce côté des experts où souvent, ça va être des personnes qui vont avoir l'intelligence de comprendre qu'en fait,
on n'a jamais assez appris sur un job et du coup, ils ont toujours sans cesse envie de se perfectionner parce qu'ils sont passionnés. Et moi, souvent, je le vois avec mes talents, c'est vraiment 2 catégories de personnes. Donc oui, il y a des experts et des couteaux suisses parce qu'en fait, on ne peut pas être les 2. Mais là, j'ai toi, Marion, qui a été experte dans un domaine et du coup passionnée de ça, et derrière, finalement, aujourd'hui, un petit peu couteau suisse. Donc du coup, hyper intéressant Oui, non, de non, mais pas si passionnée, d'où le fait que j'ai arrêté OK, aussi. Donc, d'accord. je sais pas, je suis pas, je ne détruis pas toutes tes convictions, Chloé. Non, mais du coup, c'est intéressant et j'adore ça, hein, au contraire. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même un côté un peu personnalité où finalement, soit on est l'un, soit on est l'autre, tout simplement parce qu'on peut vite s'ennuyer si on est dans l'autre catégorie. J'exagère un peu, je tire le trait, hein, évidemment qu'on n'est pas que couteau suisse ou que expert, mais je pense que c'est intéressant de le voir comme ça. Et puis de toute façon, on le voit même avec des couteaux suisses qui finalement, bah, tout au long de la carrière, vont après peut-être être, consultants pour différentes boîtes, sur plein de sujets différents versus des experts qui, ont commencé par être, SDR, donc Sales Development Representative, donc ils ont fait que de la prospection, puis ensuite ils sont passés à compte exécutif, puis ensuite ils sont passés, compte manager, puis ensuite ils sont passés Head of Sales parce qu'eux, ils sont passionnés par ce job et aujourd'hui ils sont experts dans leur métier. C'est souvent des personnes qui n'ont pas forcément un gros attrait avec le management parce que vraiment ils ont le côté le côté hard skills précis sur le métier est très, très important. Mais après, encore une fois, c'est une question pour moi qui est difficile parce que rien n'est noir ou blanc, évidemment, tout est gris. Ouais. Mais je pense que c'est possible, effectivement. Ok, bah, c'était ma dernière question, Chloé, parce que je vois que l'heure tourne, il est déjà moins le quart, et j'avais envie